Bonjour à toutes et à tous. Vous avez déjà entendu parler de l'airsoft? Cette pratique ludique à caractère sportif qui se développe dans l'Hexagone depuis une vingtaine d'années? Nous allons vous expliquer de quoi il s'agit. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis imposent au Japon un certain nombre de règles, parmi lesquelles l'interdiction pour les civils de détenir des armes à feu même neutralisées au domicile. Cependant, une demande soutenue existait de la part des collectionneurs prêts à acquérir des répliques. En 1970, apparaissent les premières répliques d'armes à feu tirant des billes en plastique de 6 mm, contournant ainsi la réglementation. C'est l'œuvre de l'ingénieur Tanio Koba, dont vous pouvez voir la photo en haut à droite. Ces répliques arrivent en Occident une dizaine d'années plus tard, ce sont les débuts de l'airsoft. L'airsoft est donc un objet, une technologie, avant de devenir par extension une discipline. Sa règle de base, j'ai un pistolet à billes, je tire une bille sur un autre joueur, il sent ou entend l'impact, et il se déclare out spontanément. Le jeu repose donc sur le fair play, à la base. Pas de compétition possible, même si les choses ont un petit peu évolué depuis. On réunit quelques copains, on se répartit généralement en deux équipes, et on s'affronte comme dans un jeu vidéo de tir, mais grandeur nature. Pour varier les plaisirs, on peut mettre en place des scénarios, du plus basique au plus complexe. Capture de drapeaux, des amorçages de bombes, factices évidemment, des escortes ou libération d'otages, et j'en passe. En France, on estime qu'il y a environ 50 000 joueurs. Ils se répartissent en plusieurs petits groupes de copains qui jouent dans leur coin en mode pirate, sans autorisation du cadre. Ils s'exposent à de petits problèmes avec la loi, heureusement, ils sont de plus en plus rares. Essentiellement, nous avons des associations loi 1901, leur nombre est estimé à environ 500, ainsi que quelques entreprises spécialisées. Ces chiffres sont très estimatifs car bien que la pratique se soit un peu popularisée, notamment ces 10 dernières années, c'est resté une activité relativement secrète. Nous sommes conscients que l'opinion publique n'est pas toujours très favorable à ce type de pratique. Du coup, vivons heureux, vivons cachés. Et pour cause, les rares fois où la presse parle de nous, c'est pratiquement à chaque fois pour parler d'un idiot qui fait peur à des gens dans la rue ou qui tirait depuis sa fenêtre sur son voisin en face. Évidemment, les attentats de 2015 n'ont rien arrangé. Alors très tôt, la Fédération des jeux de rôle grandeur nature, la FEDGN, a essayé de monter un pôle airsoft pour tenter d'encadrer toutes ces associations et la pratique de manière générale, formuler des recommandations, harmoniser, ainsi de suite. Plus récemment, la Fédération française d'airsoft a été créée en 2009. Mais étant affiliée à une fédération de tir, il s'agit d'une fédération sportive, ce qui peut être un petit peu perçu comme contradictoire avec l'essence non compétitive de la pratique. Mais d'un autre côté, ça facilite la reconnaissance de la discipline. Étant donné le caractère un peu particulier de ces objets, chaque pays a fait un peu à sa sauce. Donc en France, c'est autorisé, mais aux majeurs uniquement. En Allemagne, c'est autorisé également, mais uniquement les répliques qui tirent au coup par coup, pas de rafale. Aux États-Unis, le bout de canon doit être obligatoirement orange. En Australie, c'est complètement interdit. Enfin, l'Europe a tranché, du point de vue de l'Europe, ce sont des jouets. Alors en France, il fut question de l'interdire, il y a une quinzaine d'années. Heureusement, nous avions une société qui s'appelait Cybergun, une société d'importation de répliques cotée en bourse, une génératrice d'emplois. C'est ce qui nous a un peu sauvés à l'époque. Au regard de la loi, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des armes par confusion ou par destination. Vous faites un braquage avec une réplique, la police vous fait des trous dans le corps, c'est votre faute. Une réplique ne doit jamais être exhibée sur la voie publique, elle doit être transportée dans une sacoche fermée, à l'abri du regard de toutes et tous, et sortie uniquement sur un terrain privé. Nous sommes tous responsables de la pérennité de notre loisir. Alors où est-ce qu'on peut jouer? Sur des terrains privés uniquement. Alors où est-ce qu'on peut jouer? Sur des terrains privés uniquement. Il y a 20 ans, c'était la forêt chez le papy d'un copain. Aujourd'hui, de plus en plus d'associations et d'entreprises proposent des terrains spécialement adaptés, voire aménagés. Une réplique de base, avec de quoi faire fonctionner, donc batterie, chargeur, billes, mais aussi et surtout protection homologuée Airsoft pour les yeux et la bouche, faudrait compter environ 150 € en 2022. À cela, il faut ajouter un tarif d'entrée à la journée, compris entre 10 et 25 € selon l'association ou l'entreprise, éventuellement 20 à 40 € de location de matériel si vous n'êtes pas équipé, et évidemment le transport, puisque la plupart des terrains, par essence, sont éloignés de la civilisation. Est-ce que c'est dangereux? Comme une arme réelle. Non, en soi, c'est un objet inerte. C'est son utilisateur qui peut être dangereux s'il fait n'importe quoi. Nous envoyons des projectiles d'environ un quart de gramme à des vitesses aux alentours des 100 mètres secondes. Alors, si on pose l'équation, 1/1000 carré, ça nous donne 1,25 joules, en moyenne, puisque généralement, on démarre aux alentours de 0,8 joules, par exemple pour les répliques de pistolets et autres armes de poing, et on peut aller jusqu'à 2 joules
sachant que c'est une puissance qui est réservée aux répliques de snipers qui ont interdiction d'engager à courte portée. Par exemple, le paintball, tout le monde est à 2 joules, ça fait quand même beaucoup plus mal, parce que les projectiles sont beaucoup plus lourds et qu'on est à beaucoup plus courte distance. Quelques exemples pour comparer, une carabine de fête foraine, on est aux alentours de 10 joules, un pistolet semi-automatique dans la vraie vie, c'est plutôt 450 joules, avec des munitions standards. Alors, ça va éventuellement revêtir un caractère un peu dangereux pour 2 choses. Les yeux, risque de dégâts irréversibles, même à plus longue distance ou après un rebond, et également pour les dents, même si certains s'imaginent que c'est un peu moins grave. Les dents, ça coûte cher, et même quand c'est refait, ça tient jamais aussi bien. Donc, les gens intelligents se protègent les yeux et les dents avec des protections homologuées Airsoft. Le reste du corps, ça pose absolument aucun problème. Dans le pire du pire des cas, vous aurez une sensation de piqûre, un point rouge sur la peau qui disparaît en 2-3 jours. Alors, on a un certain nombre de technologies qui sont disponibles. La plus connue, la pompe manuelle, remonter un ressort pour souffler de l'air dans un tube. C'est nos vieux pistolets de fête foraine. On l'utilise encore sur les fusils à pompe, les fusils de précision. Le principe, c'est qu'il faille réarmer manuellement après chaque tir. On a également le gaz. C'est plus réaliste, ça claque plus fort, c'est surtout utilisé pour la réplique de poing. C'est un peu réputé moins fiable, notamment lorsqu'il fait un petit peu froid. Donc c'est beaucoup plus réaliste que la technologie la plus répandue, qui est en fait électrique. C'est ce qu'on appelle les AEG, en anglais Automatic Electric Gun. Un moteur va actionner le mécanisme qui remonte la pompe. C'est notamment ça qui va permettre les tirs en rafale. C'est la technologie qu'on retrouve sur quasiment tous les fusils d'assaut. Alors ces 3 technologies-là, c'est les principales. Il y en a plein d'autres, on ne les verra pas forcément. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette richesse technologique, elle se traduit par une richesse dans les matériels que vous pouvez avoir derrière. Donc il existe tout un tas de types de répliques avec des caractéristiques de maniabilité et de performance très différentes. Et vous allez pouvoir faire un choix. Et donc, en faisant ce choix-là, ça va vous permettre une richesse de jeu. Là où côté paintball, chaque paintballer se ressemble, il n'y a absolument rien de plus ressemblant à un paintballer qu'un autre paintballer, exactement même équipement, même matériel, même caractéristiques techniques. Chaque airsofter est équipé différemment et peut assumer au sein d'un groupe de combat, par exemple, un rôle qui complète celui des autres, pour tirer plus ou moins loin, monter à l'assaut, faire des tirs d'appui ou des tirs discriminants, etc. C'est pas pour rien si de plus en plus de militaires utilisent cette technologie-là pour s'entraîner à moindre coût. Alors, comment ça se traduit en termes de jeu ? Plein de façons de jouer. Alors évidemment, le canal standard, venez comme vous êtes, on se tire dessus le dimanche ou le samedi, dans la joie et la bonne humeur, on fait un bon barbecue à midi et on rigole. Y compris déguisé en lapin. Le milsim, ou simulation militaire, alors là par contre on essaie complètement de coller au plus près de la réalité, on s'entraîne, on se prend un petit peu au sérieux quand même. Il y a également un canal historique, des gens qui font de la reconstitution, qui utilisent voire des matériels authentiques de l'époque, sauf les répliques évidemment. On a le Speedsoft, c'est plus de l'arcade, c'est des parties très rapides, recherche de performance, de compétition, c'est finalement beaucoup plus proche du paintball que des autres formes d'airsoft. Le seul truc qui est équivalent, c'est la technologie utilisée. Et évidemment, le tir sportif sur cible. L'intérêt, c'est qu'on n'a pas les contraintes liées à la manipulation des armes à feu. Pour plus d'informations, nous vous renvoyons au site de la Fédération française d'airsoft, à laquelle l'association Airsoft Rhône Immersion est affiliée. On vous remercie pour votre attention et peut-être à bientôt sur le terrain. A plus.